Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Merci au chantier d'avoir proposé cet événement-là. Et merci à Daniel et Marina pour nous accompagner aujourd'hui. Et bon, je ne serai pas plus positive, malheureusement. Mais je vais quand même commencer en premier lieu, un peu pour revenir sur ce que Daniel a dit au début, par remercier Héloïse Michaud, Daniel Coenga et Gira Miranda et Catherine Orcasita, qui sont membres de cette communauté, disons, épistémique et émotionnelle qui travaille sur les manifestations de l'antiféministe avec moi. Donc, le travail que je présente, c'est aussi des réflexions communes et collectives. Donc, je ne réclame pas du tout la propriété intellectuelle de ça. C'est vraiment un travail en construction. Donc, voilà, je vais vous présenter l'idéologie du genre en Colombie, culture de mort et culture de vie. L'actuel recul du concept même des droits humains en Amérique latine n'est pas vraiment une caractéristique de la région. Je pense que c'est assez mondial et transnational. L'idéologie du genre, c'est, si on veut, configurer comme un dispositif antiféministe pour influencer des politiques, comme on l'a vu dans la première partie de l'événement. C'est un peu maintenant rendu un concept catch-all pour tout un peu, pour manifester toutes les oppositions à l'émancipation des femmes et des collectifs LGBT dans divers pays. Évidemment, c'est l'opposition au droit à l'avortement, au mariage égalitaire, à l'adoption, mais c'est aussi une réaffirmation d'un statu quo qu'on veut changer. Et donc, c'est important de voir le rôle des élites sociales dans la reconfiguration constante de cette idéologie du genre. Ma présentation va porter particulièrement sur le cas de la Colombie, donc sur le cas du plébiscite pour la paix, où les Colombiens et les Colombiennes ont dû voter pour ou contre l'accord de paix qui avait été convenu entre les Forces armées révolutionnaires de Colombie, qui est une guérilla marxiste-léniniste qui a eu, disons, plus ou moins vu le jour dans les années... Pourquoi ça ferme? Dans les années... la fin des années 1950 jusqu'en 2016 à la signature de l'accord de paix. En fait, au mois d'octobre 2016, les Colombiens devaient dire oui ou non à ce processus de paix-là. Donc, dire oui, nous sommes d'accord pour que la guérilla se désarme et retourne à la vie civile, ou non, nous sommes contre. Et au grand étonnement de la communauté internationale, les Colombiens et les Colombiennes ont voté contre, avec une très faible différence, par exemple, dans les votes, mais ça reste que ça a créé un peu la consternation internationale sur ça, parce que c'était en fait mettre fin à plus de 60 ans de guerre et de conflits civils extrêmes. Donc, l'objectif de ma présentation va être justement de vous montrer l'utilisation un peu de l'idéologie de genre comme un outil antiféministe, plus précisément un dispositif antiféministe, donc une stratégie politique qui va avoir entravé la mise en œuvre de l'accord de paix, qui va avoir été mobilisé à cette fin. J'avance une double hypothèse, soit que l'idéologie de genre a été utilisée pour créer des pôles politiques autour d'une culture de vie représentée par les défenseurs du conservatisme social versus une culture de mort qui menace la société colombienne et qui est perçue comme étant liée à la théorie du genre qui est proposée par les féministes et les courants normalement majoritairement de gauche, donc qui sont associés aux féminazis, aux terroristes du genre et par le fait même aussi associés aux guérillas de gauche dans le contexte colombien. La deuxième hypothèse est que ce dispositif antiféministe ne s'est pas uniquement développé en contexte religieux, mais a été un moment décisif, contextuel, d'alliance entre les forces laïques et les forces religieuses, qui a contribué, dans un contexte précis, à cristalliser l'idéologie du genre dans l'imaginaire collectif, donc à en faire une expression qu'on va utiliser tous les jours. Et donc, ça revient un peu à ce qu'on a dit avec la tournure au Brésil. Et si vous voyez bien, il y a quand même, dans les temps, on pourrait dire une ressemblance assez forte sur comment ça se déroule au niveau du contexte. Je vais diviser donc la partie, je m'excuse pour les photos vraiment tristes, là, mais c'est ça. C'est les photos qui ont été mobilisées pendant les campagnes pour le non au plébiscite. Donc, on essaye de rechercher nos principes de famille, on cherche à revenir vers la famille. Donc, tout le long, il y a un peu des allusions à ça sur les photos de la campagne. Donc,
la présentation va être divisée tout d'abord avec un contexte mondial, latino-américain et colombien sur l'idéologie du genre. Ensuite, je vais passer à la campagne explicite du plébiscite pour la paix. Puis, finalement, je vais montrer comment c'est un dispositif antiféministe et quelles sont les conséquences sur le mouvement féministe et des femmes dans le pays, très rapidement, parce que j'ai juste 20 minutes. Donc, le contexte d'émergence, il faut savoir qu'en 2016, on a quand même un point d'inflexion au moment où il y a en même temps l'élection de Trump, le plébiscite pour la paix en Colombie, et diverses mobilisations qui se sont faites mondialement. On peut penser à la France, à divers endroits où est-ce que l'idéologie de genre est mobilisée comme concept pour la polarisation sociale. Et c'est dans ce contexte-là que commencent aussi plusieurs autres événements en Amérique latine et en Colombie précisément. Si on fait un retour en arrière du pourquoi ce vocable-là arrive dans le contexte politique, on peut quand même penser à la conférence de Pékin en 1995 où il va y avoir une mobilisation du terme « genre » au niveau international. Et donc, ça va créer aussi un backlash de l'autre côté où est-ce que le Vatican va aussi commencer à vouloir définir qu'est-ce que serait la vision de l'ordre sexué et sexuel du monde à ce moment-là. Donc, c'est comme si le genre devient politisé sur le plan international et ça a des conséquences sur les différentes localités, donc la différente géopolitique du pouvoir de l'ordre sexué. Et donc, on assiste à une proposition du Vatican qui est la théologie du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours flou pour moi, mais ça reste assez clair pour ceux et celles qui se sentent attirés par cette idéologie-là, parce que c'est vraiment l'instauration d'une part quant à l'indifférenciation des sexes. Donc, cette théologie du corps-là, comme Daniel l'a dit, vise à faire en sorte qu'on va naturaliser d'une part le rôle des femmes, donc on veut remettre la femme dans son rôle sexué de la maternité, etc. Et en même temps, on va vraiment, disons, créer une infrastructure politique pour réaffirmer l'ordre hétérosexuel. Donc, pour garder les structures de la société telles qu'elles le sont. Selon Garbagnoli, il s'agit de faire, en fait, une réévaluation théologique de la sexualité et, de l'autre part, remettre les femmes dans leurs prétendues vertus naturelles. Selon la théoricienne colombienne Esguerra Muele, il s'agit d'une gigantesque infrastructure politico-administrative. Il faut juste penser, notamment dans le contexte colombien, où les églises ont joué un rôle autant comme acteurs dans le conflit armé et aussi comme promoteurs et promotrices de la réconciliation sociale aussi. Donc, c'est deux rôles très ambigus que l'Église a joué, les différentes églises ont joué en Colombie. Donc, c'est ce qu'on va voir aussi émerger avec le plébiscite pour la paix. On va voir des églises qui vont vraiment se mobiliser contre le plébiscite et d'autres qui vont appuyer le travail qu'elles faisaient dans les différents territoires de la Colombie jusqu'à maintenant. En Amérique latine, il y a eu la publication d'un livre qui est particulièrement difficile à lire, qui s'appelle, je vais vous dire ce beau titre, « L'idéologie du genre ou le genre comme outil de pouvoir ». C'est un livre qui a été écrit par Jorge Scala, qui est un avocat, un défenseur des droits de la vie, évidemment. Et sa théorie est que la perspective ou l'approche de genre est mal nommée. Elle devrait s'appeler l'idéologie du genre, parce que c'est la plus radicale de l'histoire, selon lui. Elle en finira avec l'humanité, et donc, parce que effectivement, elle vise son noyau le plus dur, qui est la famille. Donc, en citant les féministes, il les a toutes lues. Donc voilà, très bien armé pour théoriser l'idéologie du genre. Il prouve scientifiquement, selon lui, que l'idéologie du genre est une pseudo-anthropologie féministe avec des prétentions à une réingénierie sociale planétaire. Et ces genres de livres-là ont vraiment beaucoup d'impact parce qu'ils sont aussi assez vulgarisés et réussissent à donner un soutien scientifique ou d'experts à l'idéologie du genre. Donc ça, c'est pour le contexte d'Amérique latine. C'est étonnant un peu que ça s'enlève, je ne sais pas pourquoi. Dans le contexte de la Colombie, on peut identifier 3 événements très importants. Ça ressemble beaucoup à certaines... Quand on parlait du kit gay au Brésil, c'est un peu ça aussi qui s'est passé en Colombie. Au moment où on s'en allait vers le vote pour le plébiscite pour la paix, tout à coup, on commence à parler
des manuels sur le genre qu'on a voulu, parce qu'il y a eu un événement très dramatique qui est arrivé. Un étudiant de 16 ans s'est suicidé pour les commentaires homophobes qu'il avait reçus à Bogota. Donc, à la suite de ça, la Cour constitutionnelle, qui est un outil vraiment important pour les luttes LGBT en Colombie, parce que c'est avec les sentences de la Cour constitutionnelle qu'on a réussi à faire avancer les droits LGBT en Colombie. Donc, il y a la sentence qui a été donnée pour répondre à cette violence systémique-là, et on a commencé à dire on a besoin d'inclure ça dans le cursus, dans les différents programmes pour éviter que se reproduisent ces événements. Et bien là, évidemment, c'est la colonisation homosexuelle. Donc, l'homosexualisation de l'école. Donc, si vous voulez, ça arrive à un moment où c'est très important, le virage discursif pour le processus de paix, parce que là, on avait parlé de ça il y a 5 ans auparavant. Personne n'en avait vraiment fait un plat. Mais là, étant donné qu'on est dans le contexte de décider si on va avoir un accord de paix ou pas entériné avec les FARC, ça devient l'idéologie du genre comme dispositif discursif pour répondre au processus de paix. Donc, on va voir que, comme vous voyez sur l'affiche, les propos sont très violents parce qu'à ce moment-là, la ministre qui essaie de faire passer ces manuels-là c'est ouvertement reconnue comme lesbienne. Donc, je vais traduire, je suis désolée pour ce que ça peut impliquer, juste trigger warning. Donc, parodie, c'est la ministre, votre pute de mère qui vous a élevé sadique, pute et sans vergogne, qui a permis qu'on abuse de vous, vous avez aimé ça et vous voulez la même chose pour tous nos enfants. Et ça, c'est plusieurs affiches comme ça, parce qu'en fait, c'est vraiment une personnalisation de la politique, donc on utilise vraiment des symboles. Donc, si c'est une ministre lesbienne, c'est sûr que avec les manuels, ça va devenir quelque chose qui va faire en sorte que nos enfants vont être homosexualisés. Donc, il y a vraiment beaucoup d'exemples. Même, moi, quand j'étais là-bas, il y avait vraiment beaucoup d'étudiants qui me disaient que certains de leurs enseignants avaient dit que prochainement, sûrement, tous les hommes allaient venir en jupe. Donc, il y a vraiment comme c'était vraiment rendu dans le discours quotidien, en fait, ce qui était très inquiétant, effectivement. Ça a donné suite à des protestations qui ont lieu le 10 août 2016. Donc, je vous rappelle que le plébiscite pour la paix a été voté le 2 octobre 2016. Donc, juste avant, on prépare déjà le terrain politique discursif pour en arriver au rejet du processus de paix. Le 10 août 2016, les forces conservatrices, autant laïques que religieuses, vont appeler à une marche pour la famille. Donc là, c'est déjà difficile de dire je suis contre la famille, tu sais, en tout cas. Fait que là, il y a déjà un processus discursif qui s'installe. Et si vous voulez un ordre de grandeur, moi, dans la ville où j'étais, c'est une ville à peu près de 520 000 habitants, il y a 25 000 personnes qui sont sorties marcher pour la famille. C'est quand même très énorme. Et l'idéologie du genre était vraiment, comme vous voyez, c'est directement l'expression est sur les affiches et on dit non à l'idéologie du genre avec mes enfants, tu vas pas commencer à te mettre avec mes enfants, on va aller chercher nos principes, on va retourner chercher nos principes et nos valeurs de base, non? Donc, ça nous mène ça au contexte des dialogues avec les FARC qui se sont donnés de 2011 à 2016. Donc, il y a été une négociation très longue et où est-ce que le genre est vraiment au centre des discussions parce que les groupes féministes et les groupes de femmes LGBT ont été très forts historiquement en Colombie pour avoir des influences sur l'antimilitarisme. Donc, le féminisme s'est beaucoup configuré autour des luttes pour le conflit armé parce que, imaginez, ça fait quand même 60 ans qu'il y a un conflit armé. Donc, il y a une mobilisation collective assez forte et les femmes ont fait un travail, ont toujours été au front de cette bataille-là, un peu comme vous l'avez dit pour le Brésil. Donc, ce qui arrive à la fin, le texte de la Havane est un texte quand même un des plus avancés en termes d'intégration de l'approche de genre dans un texte de négociation de paix. Donc, c'était une première et effectivement, c'est contre ça que l'opposition s'est érigée. Donc, à la question oui ou non, bien, on a voté non et donc le plébiscite des FARC le 2 octobre, on est continué dans la logique guerrière, en fait, c'est ce qui s'est donné. Et puis, la conférence épiscopale colombienne a fait la publication de plusieurs communiqués et a mobilisé avec des fake news beaucoup l'opinion publique.
Donc ça, c'est une autre dimension. Et je pense que là, on voit, il y a des dimensions des réseaux sociaux. Bolsonaro a fait la même chose. Donc, je pense qu'il y a un nœud de recherche aussi à voir là. Donc, on entretenait l'idée de la décomposition de la famille, de l'homosexualisation, etc. Je vais vous donner 2 exemples qui m'ont particulièrement... je trouve qu'ils sont particulièrement représentatifs de ce que ça a voulu dire. Il y a une députée, Angela Hernandez, du département de Santander, qui a environ même pas 30 ans, et elle a fait beaucoup d'activisme avec les églises aussi dans la région, et elle a vraiment nié toutes les affectations de violence que les personnes LGBT avaient vécues dans le conflit armé, et elle dit... on ne peut pas mettre sur le même pied le droit des femmes et celui des populations LGBT, alors que dans le cadre du conflit, nous ne disposons pas de chiffres, de statistiques ou de véritables histoires du mauvais traitement et des abus de la violence. Alors pourquoi on les mettrait dans l'accord de paix? Pour leur donner des privilèges? De la même manière, l'ex-procureur général de la Nation, qui est censé, oui, effectivement, être le protecteur ultime des droits humains, affirme, aux surprises, maintenant, dans les accords de la Havane, ce ne sera plus l'idéologie de genre imposée à nos enfants au moyen d'un abécédaire, référence au manuel, mais ce sera dans la Constitution. Le gouvernement et les FARC ont l'intention de faire, donc on est dans l'anticommunisme aussi, il ne faut pas oublier ici, le gouvernement et les FARC ont l'intention de faire de l'idéologie de genre une norme constitutionnelle. Bien sûr, ils ne l'appellent pas comme ça. Ils l'appellent l'approche de genre. Ils utilisent la paix comme excuse pour imposer une idéologie de genre. Mais c'est vous qui décidez de l'avenir de la famille, de l'avenir de la Colombie, celui de vos enfants, pour l'avenir de la famille colombienne. Donc, on retourne aussi à un espèce d'idéal type de patriotisme aussi. Comment on va sauver la patrie de l'imposition, la colonisation homosexuelle qui vient de l'extérieur. Donc, on essaie de toucher sur des anxiétés qui sont réelles. Là. Le néocolonialisme en Colombie est réel. Donc, on utilise ces cadres-là pour aussi pousser sur la campagne du plébiscite et voter non. C'est pour ça qu'ici, on dit si la ministre ne va pas renoncer à son poste, on va voter non au plébiscite pour la paix. Donc, ça nous mène au dispositif antiféministe de la culture de la mort. Je veux proposer un peu l'analyse de ce discours-là comme la condamnation du mouvement féministe et de tous les mouvements sociaux qui y sont associés, parce que elle est représentée, le mouvement féministe est représenté dans ce cas-là comme un mouvement qui cultive la mort, donc notamment par le recours à l'avortement, même la confusion de genre. Donc, c'est comme si c'était la mort du sujet féminin et la mort du sujet masculin. Donc, on va vraiment s'attaquer directement aux groupes LGBT et aux groupes des femmes et féministes qui ont mis de l'avant les politiques d'émancipation. Donc, comme Lamoureux l'a dit, effectivement, ce sont des attaques qui vont directement contre les féministes, autant de l'académie que le milieu activiste, et tous les mouvements sociaux y étant associés. Donc, c'est clairement un dispositif antiféministe et peut-être contrairement à l'antiféministe d'État de Bolsonaro, on continue toujours à parler de transversalité de genre, mais dans les normes sociales, on infuse des discours qui vont à l'encontre de cette même transversalité. Ce discours-là va utiliser plusieurs formes rhétoriques, mobilisées autant par les groupes religieux que par les groupes non religieux. Donc, spécialement, les groupes pentecôtistes et évangélistes ont eu un rôle très important à jouer. Le Centre démocratique, comme parti politique, a aussi des liens très serrés avec ces groupes-là, mais aussi avec différentes personnes qui sont positionnées dans l'arène politique, et notamment son rapprochement avec l'ex-président Álvaro Uribe Vélez, qui est très proche de la parapolitique. En fait, il est accusé de paramilitarisme, etc. Donc, on voit vraiment le maintien c'est quand même l'histoire aussi coloniale de la Colombie qui se reflète là, de maintien du statu quo social. Donc, les acteurs et les actrices qui vont proposer des changements sociaux, dont les FARC, qui vont signer un accord de paix avec le gouvernement, mais qui vont proposer des changements structurels aussi, vont être ceux et celles qui condamnent la nation colombienne à la mort. Donc, elles font la promotion de cette culture de la mort à travers le castro-chavisme, à travers l'idéologie du genre, etc. Donc, il y a un mélange entre aussi les accusations des forces de gauche et les féministes.
Et donc, on voit une stratégie claire d'affirmation et de, disons, l'objectif étant que les gens votent non au processus de paix. Donc, il y a une stratégie politique qui va être mise de l'avant parce qu'il ne faut pas oublier que un processus de paix implique un changement social, donc une renégociation des arrangements sociaux sur comment ces personnes-là, par exemple ex-combattantes, vont se réintégrer à la société, comment on ne veut pas réintégrer des femmes à une société patriarcale, donc comment on va questionner la justice transitionnelle. Donc, c'est l'accès à la terre, c'est les réformes agricoles, c'est le pouvoir politique qui détient ces moyens de production et également l'accès à la terre, en fait. Dans ce cas-là, le but est de produire, donc, comme l'a mentionné Daniel, une panique morale en déformant la position des opposants. Donc, on déforme tout ce qui a été les acquis des féministes et des théories de genre. Et on va mobiliser particulièrement 3 axes principaux. La famille nucléaire comme axe organisateur de la société. Donc, on a peur de la destruction du mariage traditionnel, de la famille naturelle. Effectivement, le mariage, comme dans la Constitution, le mariage est défini comme un acte d'union entre hommes et femmes. On juge le mariage homosexuel comme inconstitutionnel, donc on s'en prend à la Cour constitutionnelle d'avoir fait des sentences postérieures sur ça. On dénonce un programme international pour en finir avec le mariage et la famille. Donc, c'est un peu l'idée que ça vient de l'extérieur, donc il faut protéger la nation colombienne contre cela. On veut signer, donc, l'accord de paix avec les FARC si la famille hétérosexuelle n'est pas remise en cause. Mais si on ne remet pas en cause cette famille hétérosexuelle-là, on ne remet pas en cause les structures patriarcales non plus, qui était l'objectif du texte de l'accord de paix, était de voir justement de quelle manière les femmes et les populations LGBT avaient été victimes du conflit armé. Le deuxième point, c'est... 5 minutes, OK, ça va? Le deuxième point, c'est le danger de la colonisation homosexuelle. Donc, la peur de l'adoption par les familles non hétérosexuelles qui, supposément, en finirait avec le fait qu'on pouvait se reproduire. Ce serait terminé après ça. Donc, on veut faire de l'approche de genre qui considérait, en fait, les collectifs LGBT dans l'accord de paix juste une approche qui va aller vers les droits des femmes victimes. Donc, on va remettre les femmes dans la case victime parce qu'elles sont bien là, il faut qu'elles restent victimes de tout ça. Et on va tout faire évacuer ce qui est en rapport au groupe LGBT. Et particulièrement, c'est contradictoire parce que des agences du gouvernement comme le Centre national de mémoire historique ont fait la preuve tangible que les populations LGBT ont non seulement été victimes du conflit armé, mais ont aussi participé au conflit armé. Donc, il y a vraiment une négation totale des recherches qui ont été faites à ce sujet. On veut faire une réaffirmation aussi du statu quo de la fiction hétérosexuelle dans l'État-nation colombien. Donc, on veut complètement effacer tout le travail des populations LGBT qui a été fait jusqu'à maintenant, parce qu'en disant que c'est une colonisation internationale, on balaye d'un revers de main tout ce qui a été fait à l'intérieur du pays pour faire avancer les droits des populations LGBT. Et le troisième, bien, notre cher concept des féminazis. Avec tout ce qui est l'association avec les luttes de gauche. En fait, les féministes deviennent les terroristes du sexe. Elles sont associées aussi avec les luttes de gauche, avec les narcoterroristes. Donc, si on signe l'accord de paix, on va entériner le narcoterrorisme des FARC. Donc, elles vont être associées à cette culture de la mort, comme je vous disais tout à l'heure, la mort du sujet masculin et féminin, parce que la confusion créée par l'idéologie de genre fait en sorte qu'on ne sait plus qui on est. Et donc, cette mort à la différence sexuelle, mort aux valeurs, mort aux principes moraux colombiens. Donc, c'est vraiment toute l'instauration d'un dispositif pour montrer que de l'autre côté, oui, on est pro-vie, on est pro-famille, on va aller vers une culture qui va promouvoir la vie et la protection de nos enfants, la protection de nos femmes, etc. Non, c'est un discours aussi qui est assez patriotiste dans ce sens-là. Donc, les féministes deviennent les féminazis qui promeuvent la dégénérescence sexuelle, un peu comme la citation sur Bolsorano, on va s'en aller vers la pédophilie. Donc, c'est un peu cet enchaînement de concepts qu'on va lancer aussi dans l'espace public et qui vont être complètement laissés aussi à l'interprétation des gens qui vont les recevoir. C'est une réponse aussi très claire, le terme de féminazie à la montée particulièrement intéressante. C'est un peu
le backlash aussi pour les féministes qui, depuis 10 ans, ont ouvert aussi plus d'instituts de recherche féministe, etc. Donc, il y a eu quand même, ce backlash-là vient de là aussi parce qu'il y a des collectifs autonomes qui ont vu le jour de plus en plus, qui se sont mobilisés, qui ont augmenté aussi leur présence. C'est pour ça que c'est utilisé l'idéologie de genre, parce que c'est vraiment, on essaie d'aller chercher d'où ça vient, l'idéologie de genre, donc des théories féministes, etc. Donc, on cherche à contrer le discours. Je termine un peu avec les conséquences sociopolitiques. Évidemment, elles sont énormes. La première est la dépolitisation de la lutte féministe. Donc, on parle d'un travail de 5 ans qui a été fait à la Havane pour mettre l'approche de genre au centre du processus de paix. Donc, tout le travail qui a été fait non seulement par les femmes des FARC, mais surtout par les groupes féministes qui travaillaient depuis des années à l'antimilitarisme, c'est balayé du revers de la main en 2 mois. Donc, c'est vraiment, ça a été super dramatique parce que, imaginez-vous, tout ce travail-là historique qui, par la mobilisation simple d'un concept qui a été juste mobilisé par tout plein d'agents du statu quo, a balayé du revers de la main tout ça. Donc, on vide le genre de son sens politique. Donc, on déradicalise complètement tout ce qui a été l'accord de paix et comment ça a été fait et comment ça a été conclu. Et c'est une réaffirmation, effectivement, du régime hétérosexuel et de ses conséquences sociopolitiques aussi. Finalement, effectivement, l'augmentation de la violence, notamment par la marginalisation des populations LGBT qui avaient déjà des conditions très déplorables. En 2019 seulement, 260 féminicides ont été commis en Colombie. Dans la ville où je vous disais qu'il y avait eu 25 000 personnes qui se sont mobilisées pour la famille, il y a eu 15 féminicides seulement en 2019. Le 7 février dernier, 2 étudiantes de l'université où j'ai travaillé ont été victimes d'un double féminicide. La montée de la violence est extrême. Et la montée du conservatisme social aussi, qui entraîne des pratiques paramilitaires très violentes, dont 1000 activistes des droits humains ont été tués depuis l'accord de paix environ. C'est donc bel et bien un dispositif antiféministe et, pour rejoindre aussi les propos de Daniel, souvent raciste, qui définit l'ordre politique des choses en Colombie. Je voulais terminer sur une note plus positive aussi. J'avais envie de vous montrer une photo de la même ville que je vous parle de tout à l'heure. Les mobilisations après le non au plébiscite pour la paix ont été vraiment grande. Il y a eu vraiment une grosse mobilisation sociale. Les groupes de musique aussi se sont joints à ça. Et les artistes ont appuyé aussi beaucoup le oui au plébiscite pour la paix et donc la nécessité de remettre sur la table d'autres arguments que ceux pro-famille. Donc, on peut nommer peut-être 3 choses pour finir sur une note plus positive. L'accord de paix a finalement été entériné en novembre 2016. L'approche du genre a été retenue, un peu modifiée pour les pressions des groupes de droite. Cependant, dans la pratique, je pense qu'on peut dire que les différents groupes féministes et de femmes ont quand même continué à faire leur travail. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est très mitigé comme résultat. On a des 130 indicateurs de genre de l'accord de paix. Seulement 5 sont complètement atteints et 38 minimalement. Mais on continue à avoir une mobilisation sociale très forte autour de ça. C'est un long processus. On sait que les post-conflits, ça dure très longtemps. Donc, je pense qu'il faut quand même voir tout ce travail-là qui est fait à partir des bases et des mouvements de femmes. Deuxièmement, en dépit du backlash constant, les études féministes et de genre sont en expansion en Colombie. Donc, on peut voir aussi que ces collectifs-là autonomes et tout ça commencent à avoir des influences et c'est probablement pour ça aussi qu'il y a de plus en plus d'antiféminisme parce qu'à mesure où est-ce que les femmes parlent, plus qu'on veut les silencier. Et troisièmement, je pense qu'on ne peut pas passer sous silence les mobilisations populaires qui ont eu lieu à la fin de l'année 2019, qui ont été très massives en Amérique latine et en Colombie aussi. C'est un peu la convergence des luttes qui est intéressante à voir dans cette mobilisation-là. C'est comme une convergence des luttes contre la précarité et contre le néolibéralisme. Et spécialement, les femmes ont été vraiment au cœur de ces luttes-là, les femmes et les peuples autochtones. Et je pense que c'est important qu'on souligne ça parce que c'est pas
depuis aujourd'hui, ça fait vraiment longtemps que les femmes des communautés afrodescendantes et autochtones, par exemple en Colombie, s'opposent au capitalisme néolibéral. Donc, je pense que c'est reconnaître aussi leur activisme à ce point de vue-là. Je vous remercie.